Cette semaine, à Centraide ça marche, on poursuit l'émission qu'on a entamée la semaine passée qui portait sur l'Année internationale de la famille. C'est tellement important en tant qu'enfant de se sentir valorisé et d'avoir les conditions propices à ce qu'on se développe pleinement et de s'épanouir. Mais pour ce faire, il faut le regard d'amour d'un parent. Il faut se sentir entouré. J'ai l'occasion toute spéciale d'avoir comme invitée cette semaine en studio la juge Andrée Ruffo. Elle est aussi coprésidente du Comité canadien pour l'Année internationale de la famille. Elle vient de publier un livre qui s'intitule « Les enfants de l'indifférence », qui a également gagné un prix littéraire de l'Office de communication sociale. Elle est non seulement avocate et juge, mais elle est aussi formée en éducation des adultes et elle a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Il me fait très plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui. J'ai lu votre livre, je l'ai trouvé passionnant, c'est très franc, ça explique tellement de choses. Quand on parle de la violence du dedans, parce que vous ne regardez pas non plus ce qui est à la surface, ce qu'on voit tous les jours, là, vous parlez beaucoup plus de ce qui est de l'intérieur. Comment vous expliquez ça? Écoutez, les personnes qui violentent les autres sont toujours des personnes qui ont été violentées ou qui n'ont pas guéri et qui sont encore des plaies vives. Et on le voit très souvent. Mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui, pour survivre, vont nier, occulter, banaliser cette souffrance et cette violence qu'ils ont subie. Pour ne plus souffrir, on arrive à ne plus sentir ou à nier, tout simplement. Et à ce moment-là, on peut répéter sans fin la violence qu'on fait aux autres. Moi, je pense qu'une façon de mettre fin à la violence, c'est qu'on arrive, nous, les adultes, à sentir de nouveau. Et si on est capable de sentir les blessures, l'humiliation, la colère, la peur, on va arriver aussi à sentir les rêves, les joies, le partage. C'est pas juste sentir le négatif. Quand je suis près de mes émotions, j'arrive à tout sentir ce que je vis. Et à ce moment-là, je ne pourrai plus faire mal à quelqu'un, je ne pourrai plus le blesser et je vais avoir le goût de partager les belles choses. Mais dans une société où c'est presque pas permis de sentir, puis encore moins d'exprimer ses émotions, c'est ça qu'on fait. Alors, on fait toute une génération, toute une société où il y a des gens qui disent « je sens pas, ça me fait pas mal ». Des personnes qui n'arrivent plus à rêver, qui ne sont pas vivantes, finalement. C'est juste la vie qu'on a enlevée. Est-ce que vous sentez, par contre, qu'il y a peut-être un petit début de ça, que les gens ressentent le besoin de s'exprimer un peu plus? Ben oui, parce que l'avènement de l'État-providence, c'est terminé, on n'y croit plus, ça n'existe plus. On a dû, nous, les citoyens ordinaires, reprendre un peu plus nos responsabilités dans une action solidaire et généreuse. C'est l'action communautaire qui se développe actuellement. Moi, j'ai beaucoup parcouru le Québec et les autres provinces aussi dans les dernières années. Je peux témoigner qu'il y a des choses absolument admirables qui se font. Les grands-parents tendresse, les grands-parents caresse, les grands-parents qui se lèvent en disant « on va donner un peu de répit aux jeunes ». Ces parents qui se disent aussi, on va se parler de nos difficultés. Les parents d'enfants toxicomanes qui se parlent de leurs souffrances. Les grands frères, les grandes sœurs. Toutes ces personnes qui disent, je vais être plus attentive aux autres. Je vais être plus sensible à ce que vivent les autres. À ce moment-là, c'est autant de signes encourageants. Non seulement qu'on arrive à sentir, pas seulement qu'on arrive à sentir, mais qu'on arrive à vouloir partager. Moi, je pense qu'il y a raison d'être optimiste, en effet. Vous parlez dans votre livre du refoulement. Puis pour en arriver à ça, à s'exprimer, il faut qu'il y ait un déblocage. Là, genre, il faut retourner un peu il faut retourner à notre enfance. Et comme je disais tantôt, trop de personnes, pour survivre, ont nié cette souffrance. En la niant, à ce moment-là, on n'arrive plus à la sentir, mais on la répète. Alors, si on veut que tout ça cesse, il faut retrouver ce que Françoise Dolto, cette grande psychanalyste, appelait retrouver notre âme d'enfant, notre capacité de s'émouvoir, notre capacité d'être vivant, de sentir. Et à ce moment-là, ça nous donne de la force pour se lever et défendre des causes qui sont plus grandes que soi. Parce que le but de la vie, c'est bien sûr, c'est d'être vivant, c'est de nous épanouir, c'est d'aller au bout de nos rêves. Mais si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Et comme être humain, parce qu'on fait partie d'une grande famille qui est la famille des humains, je pense que notre destinée, c'est aussi de s'entraider chacun, s'entraider les uns les autres, d'aller au bout de ce chemin-là.
Quand vous retrouvez en face du tribunal, est-ce que ça vous arrive souvent d'être parfois frustré de voir ce qui se passe des fois entre la relation enfant-adulte? Écoutez, tous les enfants que j'ai devant moi et tous les enfants que j'ai représentés comme avocate étaient toujours des enfants souffrants. Autrement, qu'est-ce qu'on a besoin d'un avocat ou d'un juge dans sa vie si ce n'est pas pour apaiser une souffrance? Alors, on prend pour acquis que tous les enfants que j'ai connus dans ma pratique professionnelle, ce sont des enfants qui souffraient. Alors, ce sont des enfants dont on n'a pas répondu aux besoins. On n'a pas répondu à leurs besoins dans la famille, pour la plupart d'entre eux. On n'a pas répondu à leurs besoins dans les écoles, quand on parle de la moitié de nos enfants, à peu près, qui laissent le secondaire. Quand on les a placés ou dans des familles, encore une fois, pour beaucoup d'entre eux, on n'a pas su répondre à leurs besoins. Et c'est comme ça. Bien sûr, ce sont des enfants souffrants par la famille, par l'école, par la société en général. Alors, moi, je ne peux pas dire aux enfants, c'est correct ce qui s'est passé dans votre vie. Moi, je ne suis pas capable de mentir aux enfants. Alors, je suis obligée de leur dire, ça n'est pas correct ce qu'on vous a fait. C'est inadmissible, c'est ignoble ce qu'on vous a fait. Je suis en colère avec vous, parce qu'il faut être en colère avec les enfants, parce qu'il faut les autoriser à dire cette colère qui les habite, puis il faut la partager. Ceci étant dit, c'est pas pour autant qu'on peut permettre à des enfants de continuer à se détruire ou de détruire les autres. Il faut canaliser cette colère. Il faut la rendre positive, cette énergie, pour pouvoir donner à ces enfants les moyens dont ils ont besoin pour grandir. Ces moyens-là, c'est toujours à la base quelqu'un qui les aime, toujours. Oui. On ne s'en sort pas. On ne s'en sort jamais. Parlons un petit peu plus de ce qui se passe dans le milieu familial, là. Vous parlez dans votre livre aussi de l'amour conditionnel. Bien, écoutez, combien de parents font des enfants qui, juste, bon, je connais pas de parents. Je connais pas de parents qui font des enfants pour les piétiner, puis pour les abuser, puis pour les rejeter, c'est pas vrai. Alors, quand on fait un enfant, c'est parce qu'on a des rêves. On a des rêves, puis que ça va bien aller. Toutes mes grandes filles que j'ai connues comme avocates ou comme juges, qui sont enceintes à 14, 15, 16 ans, vont venir me dire, bien, tu sais, enfin, quelqu'un va m'aimer. On fait souvent des enfants pour être amis. On fait des enfants parce qu'on a l'impression qu'eux vont remplir les rêves qu'on n'a jamais pu remplir. On fait des enfants parce que la société accepte que ce soit ça, la destinée d'un couple, faire des enfants. Toutes sortes de raisons. Mais il reste que souvent, on n'a pas les moyens, ni de répondre à nos besoins, encore moins de répondre aux besoins des enfants. Et c'est comme ça que certains enfants, dès la naissance, sont en besoin de protection parce qu'ils sont battus, négligés ou abandonnés. Il y en a que c'est un peu plus vieux qui sont rejetés ou ils sont méprisés ou qui sont exploités. Mais tous ces enfants viennent de familles qui sont dysfonctionnelles et de parents, surtout, qui n'ont pas réussi à être heureux eux-mêmes et qui font mal aux enfants. J'ai jamais vu un homme, une femme heureux, moi, qui avait besoin de faire mal aux enfants. Pensez-vous qu'un homme qui a une sexualité normale et qui est épanoui a besoin d'une petite fille de 6 mois pour en abuser sexuellement ou un petit garçon de 5 ans? Mais non. Alors, moi, je dis, bien sûr, il faut protéger les enfants, il faut avoir des lois très sévères en disant on n'a pas le droit de faire mal aux enfants. Mais en même temps, il faut comprendre qu'on aura des enfants protégés et épanouis quand on aura des parents aussi qui sont heureux, qui sont épanouis, qui ont trouvé un sens à la vie et qui sont contents Qui se sentent bien dans leur peau. Alors, c'est ça notre responsabilité, de se donner des lois qui sont supportantes des familles, des individus, d'avoir des conditions sociales qui permettent à chacun d'avoir de la dignité par le travail, par une reconnaissance de ce qui est. Et à ce moment-là, on aura peut-être moins de parents insécures, malheureux, en colère, qui abuseront de leurs enfants. Mais je voulais qu'on aborde un peu plus la notion de le lien entre l'amour conditionnel et l'obéissance. Bon, très bien. Alors, écoutez, quand on est tout petit, on est très vulnérable. Mais par ailleurs, on est habité par un instinct de survie et on sait habituellement ce qui est bon pour soi. C'est comme ça que tout petit, on sait très bien qu'on n'aime pas être mouillé, puis on va s'arranger pour se faire changer, ou on sait bien qu'on a faim, on va assez crier qu'on va nous nourrir. Mais quand on vieillit pour que nos parents nous aiment et pour qu'on se sente accepté, à ce moment-là, on apprend l'obéissance. Et on fera n'importe quoi, mais n'importe quoi pour ça. À un point tel qu'on arrive, bien sûr, à nier ce qu'on ressent à l'intérieur de soi
Et les parents nous disent que c'est comme ça qu'il faut faire aussi. Moi, je ne connais pas de parents qui ne l'ont pas fait. Peut-être qu'avec une nouvelle conscientisation, qu'on va arriver à autre chose. C'est comme ça que quand un petit de 3 ans va dire à sa mère « j'ai faim », que la mère va répondre « mais non, tu n'as pas faim, tu as mangé tantôt ». Mais elle en sait quoi au juste qu'il a faim ou qu'il n'a pas faim? Elle n'en sait rien. Elle sait juste qu'elle ne fera pas à manger maintenant. Ça, c'est la vérité. Mais non, je ne ferai pas à manger, il est 11 heures. On va attendre à midi, mais veux-tu un biscuit? Ça, c'est la vérité. Mais je me prends pour qui pour vous dire que vous n'avez pas faim? C'est un rapport de pouvoir, de force, mais oui, c'est ça? Mais ça a l'air anodin comme exemple. La même chose pour la soif, la même chose pour le froid, la même chose pour le sommeil, la même chose. On va dire aux enfants ce qu'ils doivent ressentir. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on dit à l'enfant ce que tu ressens, toi, la faim, le froid, le non-sommeil. À ce moment-là, c'est pas correct. Viens me voir, moi adulte qui ne peux pas te vouloir du mal parce que je suis ta mère, parce que je suis ton père, puis je vais te dire ce que tu dois sentir. Et c'est comme ça que l'enfant apprend à ne plus être en contact avec lui-même, à nier ce qu'il sent pour faire plaisir à l'autre, pour obéir. Et c'est comme ça. C'est comme ça à l'école, c'est comme ça dans le travail, et c'est comme ça souvent. Et à ce moment-là, on nie à la personne ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans lui, sa capacité d'écouter ce qu'il porte. Puis ça, là, contrairement à ce qu'on pense, c'est exactement le contraire de l'éducation. Parce qu'éduquer, ça ne veut pas dire condamner à obéir. C'est pas vrai que ça veut dire ça. Le sens étymologique d'éduquer veut dire trouver à l'intérieur de soi ce qu'il y a de plus important pour l'accomplir. Parce qu'on a de plus important, ça vient de l'intérieur. C'est pas ce que les autres nous dictent de faire. Et c'était pas évalué selon les notes de passage. Mais non, mais c'est plus grave que ça encore. Combien de personnes, puis quand je donne des conférences, je dis toujours si on faisait un tour de salle, on pourrait peut-être se demander, il y en a combien ici qui réalisent les rêves des autres? Combien sont devenus avocats? Parce que le père voulait qu'on devienne avocat. Combien sont devenus sportifs alors que tout leur corps criait « ça fait mal » juste pour faire plaisir à un père qui, lui, n'avait pas réussi à entrer dans la ligue de hockey? Moi, j'ai vu ça toute ma vie, mais toute ma vie. Alors que le véritable bonheur, puis le véritable accomplissement, c'est de trouver ce que l'on porte. Moi, si on me disait, vous allez être horticulteur, je mourrais, je ne suis pas capable de faire ça. Et si on demandait à un horticulteur qui est parfaitement heureux, bien, écoutez, vous allez être une juge pour enfants, elle me dirait, mais c'est quoi ça? Mais l'important, c'est d'aller à l'intérieur pour le trouver, notre chemin. C'est pas le chemin que les autres nous ont dicté. Ça rend jamais heureux, jamais. Mais alors, en tant que parent, c'est quand même important de donner un certain encadrement, j'imagine, mais d'essayer de respecter l'individu, l'enfant qui a des désirs et qui a des besoins. Bien sûr, mais l'éducation, ça n'est pas l'anarchie. C'est pas ça, là. C'est pas ne pas avoir de structure, de balises, de modèles, de règles. Au contraire. Quand on est enfant, quand on est une personne humaine, on a besoin de structure, on a besoin de personnes, d'interdits. C'est ça qui construit. C'est nécessaire. C'est nécessaire, la discipline, tout ça. Mais ce sont des règles qui sont faites pour permettre à l'autre de grandir et non pour le garder petit, non pour le condamner à l'obéissance, non pour le mépriser, non pour le contrôler. C'est pas ça, l'éducation. On a confondu beaucoup de choses. Alors, il faut des règles, mais des règles qui grandissent et non des règles qui affaiblissent et qui font peur. Ça ne construira jamais quelqu'un de beau et de fort. Puis ça, c'est surtout vrai en rééducation. En rééducation, il y a des grandes théories qui disent qu'il faut les briser, il faut les rendre dépressifs, il faut vraiment les déprimer, puis ensuite, on peut les reconstruire. Bien, voyons donc. Voyons donc, c'est quoi ça, cette folie-là? Non, jamais on va construire sur du mépris, sur de l'humiliation. Jamais on va construire. On est trop beau et trop grand pour être humilié. Ce qu'on a à faire comme éducateur, en rééducation, comme parent, c'est de permettre à cet enfant qui est là devant moi, cet enfant que je suis, d'aller au bout de mes rêves. En tant que parent, vous avez un fils de 28 ans. En tant que parent, si c'était à recommencer, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Absolument, et beaucoup de choses, même beaucoup de choses. J'ai fait énormément d'erreurs. Mais ce que je me dis, c'est que j'ai fait mon possible avec qui j'étais, c'est tout. Je me suis longtemps culpabilisée parce que c'est à chaque jour que j'avançais. Alors, j'ai découvert des choses que je ne savais évidemment pas, que je ne ressentais pas, surtout quand mon fils était petit. Mais la culpabilité, ça ne donne rien. C'est de devenir de plus en plus responsable. Premièrement, de soi, puis ensuite de la relation qu'on établit avec les autres. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de choses que je ne ferai pas de la même façon, c'est évident. L'important aujourd'hui, c'est de pouvoir s'en parler, c'est de pouvoir le dire,
de le dire, non pas en désespérant, mais avec un peu d'humour, en le reconnaissant. Puis finalement, bon, on espère, j'espère, que mon fils ne répétera pas les mêmes erreurs avec ses enfants. C'est tout ce qu'on peut espérer. On va s'arrêter pour quelques secondes, mais quand on va revenir, j'aimerais qu'on continue à aborder d'autres aspects de votre livre, surtout la deuxième partie qui parlait de grandir ensemble. Bien. On vous revient en studio en quelques secondes. Alors, on est de retour avec le juge André Ruffo et le thème de cette semaine, c'est les enfants. Vous parlez aussi dans votre livre que se fermer les yeux à ce genre de réalité-là, c'est de devenir complice d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'individu? Oui, se fermer les yeux et se taire. Alors, pour moi, ce sont deux formes de complicité. Se fermer les yeux, c'est d'être là à côté d'un enfant qui souffre et ne pas lui tendre la main, ne pas l'écouter, ne pas la voir, ne pas le voir, ne pas le sentir. Et pour les enfants, c'est autant de rejet ou autant d'abandon. Et surtout quand les enfants prennent le risque de nous dire leur souffrance, de déposer leur souffrance dans nos mains, quand on est professeur d'école, grand-maman, on est voisin, et qu'encore on passe notre chemin sans s'arrêter. Pour les enfants, c'est encore de la violence. C'en est de la violence, ça. Alors, bien sûr, on est complice et surtout, on les condamne à souffrir et à souffrir sans fin. Ça, c'est une forme de complicité. Mais le silence est aussi une forme de complicité. Quand on voit des choses et qu'on ne le dit pas, qu'on ne le dénonce pas, qu'on ne le signale pas, quand un médecin à l'hôpital voit des enfants qui arrivent, bon, tout meurtris, ou des enfants qui arrivent blessés et qu'il ne le dit pas, ça aussi, c'est de la complicité. Il peut le soigner, mais s'il ne le dit pas, il faut aller plus loin que ça. La même chose, le professeur qui a des enfants en famille, des enfants qui arrivent pleins d'ecchymoses, ça aussi, c'est une complicité. Quand le juge ne parle pas de cette souffrance qu'il voit quotidiennement, c'est d'autres formes de complicité. À ce moment-là, c'est important qu'on sache qu'on n'est pas seul à croire aux enfants, qu'on n'est pas seul à vouloir les aider. Et les enfants, c'est important que les enfants sachent qu'autour d'eux, il y a des adultes compétents et courageux qui sont prêts à leur tendre la main. Ça, c'est urgent qu'on réalise l'importance d'agir et de parler et d'accompagner les enfants, de les accompagner. On a l'impression maintenant qu'il suffit de dénoncer une situation, qu'il suffit de crier. Mais non, les enfants ont besoin d'être accompagnés. Sinon, ils se sentent honteux, coupables, responsables des brisures des familles. Et ça, c'est encore ce qui fait très mal. Alors, quand un enfant nous choisit et qu'on accepte de l'écouter, qu'on accepte de l'accompagner, à ce moment-là, cet enfant-là peut grandir. C'est ça, le regard amoureux. Parce que le regard amoureux, c'est pas simplement le regard du parent. Parce qu'il faut bien comprendre que si nos parents nous ont fait défaut, si nos parents nous ont rejetés, ne nous ont pas aimés, si ça ne s'est pas passé, on n'est pas condamné à être malheureux. Il y a plein d'autres gens dans la vie qui peuvent nous aimer parce que nous autres, on est aimables. Alors, il s'agit de chercher. Je dis souvent aux enfants, allez-y, cherchez, trouvez quelqu'un. Il y en a un pour vous, il y en a une pour vous. Je ne sais pas, ça peut être le policier du coin, ça peut être le professeur, ça peut être la grand-maman. Je ne sais pas c'est qui. Trouvez-le, vous. Il y en a quelqu'un pour vous. On ne l'a peut-être pas trouvé dans le milieu familial, mais peut-être que c'est ça, à c'est ça. l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on veut privilégier ou promouvoir au niveau, à l'année internationale de la famille. C'est cette famille agrandie. Il y a la famille psychologique, il y a la famille biologique plutôt, mais il y a surtout cette famille biologique qu'on se donne maintenant. On peut aller se trouver un grand-papa, une grand-maman, on peut aller se trouver des frères, des sœurs, et on n'est pas limité. Des amis qui deviennent famille. Moi, mes amis sont devenus ma famille à bien des égards. À ce moment-là, on n'est pas limité. Et c'est ça, cette permission qu'il faut se donner. On ne trompe pas les autres, on ne les abandonne pas. On va chercher, on complète ce dont on a besoin pour pouvoir aller au bout de nous-mêmes. Alors, en tant qu'individu, ou peut-être je devrais plutôt vous poser la question au niveau des réformes gouvernementales qui doivent privilégier l'enfant, est-ce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine-là? Écoutez, on s'est donné de bien bonnes lois. Au niveau international, il y a la Déclaration des droits des enfants, on a des chartes, nous, au niveau fédéral et provincial. On a des lois générales, des lois particulières. On a des centaines et des centaines de droits qui sont reconnus aux enfants. Alors, le législateur fait bien son travail, il n'y a pas à en sortir. On bonifie les lois au fil des années. C'est surtout pas parce que je suis juge que je dis qu'il y a des bonnes lois, je le pense profondément. Sauf que c'est pas ça notre problème, c'est qu'on n'a pas choisi nos enfants politiquement. On ne se donne pas des moyens pour faire en sorte que les enfants arrêtent de souffrir. On ne se donne pas de moyens pour que la famille, ou les moyens nécessaires pour que la famille soit bien supportée,
Quand un enfant sur 5 au Canada vit sous le seuil de la pauvreté, on peut peut-être se C'est demander beaucoup. ce qui ne va pas. Mais on ne les a pas choisis, ces enfants-là, comme société, comme politique, sociale. C'est pas vrai qu'on les a choisis. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est pauvre? Ça veut dire qu'on ne peut pas apprendre, on n'a pas d'attention, on n'est pas capable de se concentrer, on n'est pas capable de se développer ni physiquement ni autrement. On est Ça, trop c'est stressé par grave. d'autres choses. Ça, ouais. c'est très grave. Alors, il faut choisir nos enfants politiquement pour qu'on puisse, ensemble, trouver des moyens pour faire en sorte que chacun puisse aller au bout de lui-même. Il faut choisir nos enfants au niveau de la famille, au niveau de la communauté, du quartier. Il faut les choisir au niveau individuel aussi. Il faut qu'ensemble, on se dise, les enfants, c'est ce qui est le plus important. Jamais on va trouver quelque chose de plus urgent et plus important à faire que de s'occuper de nos enfants. Pour moi, c'est ça, le nouveau consensus éthique qu'il y a à construire. Priorité absolue aux enfants. Il n'y a rien qui devrait nous distraire de cette mission qu'on a d'aider chacun de nos enfants à aller au bout de ce qui peut être. C'est urgent de faire ça. C'est très urgent de le faire. Il semble très propice d'avoir une affiche, la campagne s'entraîne, qui a pour thème regarder de plus près avec le petit visage du petit bonhomme là, qui est en arrière de nous. Et puis son regard semble dire beaucoup qu'il y a quelque chose d'autre peut-être à l'intérieur de lui-même aussi. Il semble avoir un regard, les yeux un peu peinés. Ou, Oui. Mais pour moi, l'autre phrase aussi est très importante. L'autre phrase en dessous, c'est « vous le connaissez peut-être ». Alors, vous le connaissez peut-être, ce petit bonhomme-là, parce que vous l'avez à l'intérieur de vous. Parce que nous autres aussi, on en a des tristesses, puis on en a des cicatrices, puis on en a des choses qui nous font mal. Mais regardez aussi plus près, vous le connaissez peut-être parce que c'est peut-être un enfant qui est tout près de vous, qui est dans votre maison, sur votre rue, dans votre école. Parce qu'on a longtemps pensé que la souffrance des enfants, c'était toujours les enfants des autres, les enfants d'ailleurs. Et moi, je suis convaincue, mais vraiment convaincue, que toute cette misère va cesser seulement que le jour où on va considérer chacun de nos enfants, de ces enfants-là, comme mon enfant. Quand moi, je suis à la cour, souvent, je me demande, est-ce que c'est la décision que je voudrais que nos juges prennent pour ma fille, pour mon fils? C'est une bonne façon d'y pour d'y moi, c'est la réfléchir. seule. Et la même chose, quand les médecins se demanderont, est-ce que c'est comme ça que je veux qu'on traite mon fils? Est-ce que je veux que mon fils attende 4 heures dans le corridor quand il y a un mal de ventre épouvantable? Je pense qu'on répondra à bien des questions. Bien, on remettra en cause bien des pratiques professionnelles. Quand j'ai un enfant qui a de la difficulté à l'école, qui a de la difficulté à apprendre, si des professeurs se demandaient, est-ce que c'est comme ça que je voudrais qu'on traite ma fille? Est-ce que c'est comme ça que je voudrais qu'on la regarde? Comme une imbécile, comme quelqu'un qui n'est pas capable d'apprendre ou comme quelqu'un qui a de la difficulté puis que je peux aider? C'est comme ça que les choses vont changer. Comment encourager les gens à s'ouvrir à ce genre de questionnement-là? Il faut que les gens commencent à s'ouvrir à eux-mêmes. Il faut que les gens commencent. Il faut qu'on se donne la permission comme adultes d'avoir soin de nous autres. Est-ce que c'est quelque chose, normalement, qui est un état de crise qui déclenche ce processus-là, normalement? Ou Bien, je pense qu'on est là, hein? Je pense qu'on est là. On vit dans des situations où il y a beaucoup d'insécurité, où il y a des choses très difficiles qui se passent. Et on est en train de se dire que nous, mais non, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde réponde à nos besoins, que tout le monde ait de l'emploi, qu'il y a vraiment des choses à repenser. Et je pense que c'est dans ces moments de crise qu'il y a des occasions très grandes de nouveaux choix, de nouvelles réflexions et de promotion de nouvelles valeurs, de solidarité. Et je pense qu'on en est là. C'est pour ça que je me dis que les choses vont aller mieux. Alors, à la fin de l'année 1994, quand votre travail en tant que coprésidente du Comité canadien va être terminé, qu'est-ce que vous aimeriez être capable de vous dire que vous avez aidé à accomplir au niveau de l'année internationale? J'aimerais qu'on ait réfléchi ensemble comme société à ce que veut dire la famille, à la richesse de la famille, à tout ce qui peut se passer dans cette famille. Et aussi avoir l'honnêteté de se dire ce qui ne se passe pas et de se poser les vraies questions. Pourquoi? Parce qu'on ne choisit pas nos enfants, parce qu'on ne choisit pas de supporter la famille, parce qu'on est occupé à vouloir produire à tout prix, à être compétitif. Alors, j'aimerais qu'on ait réfléchi. J'aimerais aussi qu'on se soit donné la permission. Et ça, je serais très contente que ça se passe, qu'on se soit donné la permission d'aller chercher plus loin, réponse à nos besoins dans une famille agrandie, dans une famille qu'on se sera choisi, qu'on se sera donné, qu'on se sera reconnu. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis avec qui je mange une fois par semaine, très tôt le matin, et on fait de longs trajets pour se retrouver. Et ce sont mes sœurs, ce sont mes Jewish sisters, ce sont 2 anglophones juives, et ce sont mes sœurs.
Et si j'ai quelque chose à compter, si j'ai quelque chose à dire, je sens qu'elle m'aime inconditionnellement. Jamais une de nous va juger l'autre. Mais jamais, ça ne peut C'est pas tellement se important. passer. Et ces femmes sont partie de ma nouvelle famille. C'est tout le temps qu'on a pour l'émission de cette semaine. C'est malheureux parce qu'on en aurait beaucoup encore C'est à vrai. dire. J'aimerais vous laisser avec un mot de fin, c'est que chacun est digne d'amour et on doit savoir comment chercher cet amour-là au fond de nous-mêmes et aussi d'aller le chercher ailleurs aussi. C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Au revoir.